Aujourd'hui sur Force Dominante, imaginez, c'est un mardi matin ordinaire. Le réveil sonne à 6h30. Vous éteignez l'alarme, vous vous levez, vous allez à la cuisine préparer votre café. Tout semble normal. Votre voisin démarre sa voiture. Les camions de livraison commencent leur tournée. Les avions décollent de Roissy-Charles de Gaulle. Les trains partent de la gare de Lyon. Le monde tourne, comme toujours. Mais à 7h03 du matin, quelque chose d'impossible se produit. Dans chaque station-service de la planète, les jauges tombent à zéro. Dans chaque pipeline, chaque réservoir, chaque tanker en pleine mer, le pétrole, le diesel, l'essence, l'éthanol, tout disparaît. Pas une fuite, pas une panne, pas une grève. Tout simplement, disparu, évaporé. Comme si la Terre avait décidé en une fraction de seconde de retirer de la circulation tout ce que l'humanité avait mis des millions d'années à extraire du sol. Les moteurs tous s'arrêtent. Les avions en vol cherchent des pistes d'urgence. Les bateaux perdent leur propulsion au milieu de l'Atlantique. Les camions frigorifiques qui transportent vos aliments s'immobilisent sur l'autoroute A6. Et dans les hôpitaux, les groupes électrogènes au diesel qui alimentent les salles d'opération s'éteignent en moins de 4 heures. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une série Netflix. Ce scénario, des scientifiques, des économistes et des stratèges militaires l'ont étudié en détail, et ce qu'ils ont trouvé est terrifiant. Mais attendez, avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question simple, mais dont la réponse va vous glacer le sang. Combien de temps pensez-vous que la France et le monde entier survivraient sans une seule goutte de carburant? 1 mois? Une semaine? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, parce que la réponse réelle, vous ne l'avez pas encore entendue, et elle est bien pire que tout ce que vous imaginez. Restez avec moi, parce que dans les prochaines minutes, nous allons traverser cette nuit impossible, heure par heure, minute par minute. Nous allons voir ce qui arrive à Paris, à Lyon, à Marseille. Nous allons comprendre pourquoi les supermarchés se vident en moins de 48 heures, pourquoi les hôpitaux deviennent des zones de chaos en moins de 72 heures, et pourquoi, selon certains modèles scientifiques, la population mondiale pourrait être réduite de moitié en moins d'1 an. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Et ça commence maintenant. 7h03. Paris ne le sait pas encore, mais le monde vient de changer pour toujours. Les premières minutes sont étranges. Les gens remarquent que leur voiture ne démarre pas. Ils pensent à une panne de batterie. Ils appellent le dépanneur. Mais le dépanneur ne vient pas, parce que son camion non plus ne démarre pas. Les stations-service affichent des écrans d'erreur. Les pompistes, désorientés, tentent de relancer les pompes manuellement. Rien. Les cuves sont vides, mais elles étaient pleines hier soir. Pleines à ras-bord. À 7h15, les premiers signaux d'alarme arrivent dans les centres de contrôle aérien. Des dizaines d'avions en vol signalent une perte de carburant inexplicable. Pas une fuite. Les jauges indiquent simplement 0. Les pilotes, formés à gérer les urgences, commencent les procédures d'atterrissage d'urgence. En 12 minutes, 47 avions tentent d'atterrir en urgence sur des aéroports qui ne peuvent pas tous les accueillir simultanément. Les pistes se saturent. Les contrôleurs aériens travaillent sous une pression impossible. Les premières collisions au sol commencent à se produire sur les taxiways. En mer, c'est encore plus brutal. Les porte-conteneurs, les tankers, les ferries, tous perdent leur propulsion en même temps. Le détroit du Pas-de-Calais, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, devient en quelques minutes un cimetière de navires dérivants. Sans gouvernail actif, les courants commencent à pousser les bateaux les uns contre les autres. Les premières collisions maritimes se produisent à 7h31. Mais voici ce que personne n'anticipe dans ces premières minutes. Les réseaux électriques. La France produit environ 70% de son électricité grâce au nucléaire. Une chance immense dans ce scénario. Mais 30% restants dépendent de centrales thermiques au gaz et au fioul. Ces centrales commencent à s'arrêter une à une, et le réseau électrique européen, interconnecté, fragile, commence à subir des déséquilibres massifs. L'Allemagne, qui dépend encore fortement du gaz, perd 60% de sa capacité de production en moins d'1 heure. L'Italie, l'Espagne, même chose. Et quand un grand pays perd de l'électricité brusquement, il commence à en aspirer depuis ses voisins, créant des cascades de pannes. À 7h47 du matin, la première grande panne électrique frappe l'Allemagne. À 8h02, elle s'étend à la Belgique et aux Pays-Bas. À 8h19, des régions entières du nord de la France commencent à perdre le courant. Et maintenant, réfléchissez à ce que ça signifie vraiment. Pas de courant, pas d'eau pompée dans les conduites. Pas d'eau, pas de sanitaire, pas de cuisine,
Pas d'hôpitaux fonctionnels. Les systèmes de communication commencent à tomber. Les antennes relais ont des batteries de secours, mais elles tiennent entre 4 et 8 heures maximum. Après ça, plus de téléphone portable, plus d'internet, plus de possibilités de coordonner les secours. Les supermarchés, dont les portes automatiques ne s'ouvrent plus, sont pris d'assaut. Les gens cassent les vitres, pas parce qu'ils sont violents par nature, mais parce que quelque chose d'instinctif, de primitif se réveille dans le cerveau humain quand la survie est menacée. Les scientifiques appellent ça la réponse de stress aigu collectif. En clair, la panique de masse. Et on est à peine à la première heure. Posez-vous cette question et répondez honnêtement dans les commentaires. Est-ce que vous avez chez vous de quoi survivre 72 heures sans électricité, sans eau courante et sans nourriture fraîche? 72 heures seulement. Parce que la suite de ce scénario va vous montrer pourquoi même 72 heures, c'est déjà trop long. Maintenant, avançons dans le temps. Il est midi. 5 heures seulement se sont écoulées depuis la disparition du carburant. Et la situation est déjà au-delà de ce que n'importe quel gouvernement avait planifié. Les plans d'urgence existent. Chaque pays développé a ce qu'on appelle un plan de continuité nationale. En France, il existe le plan de continuité d'activité de l'État, un document classifié qui prévoit des scénarios de crise majeure. Mais ce plan a été conçu pour des crises partielles. Une pandémie, une attaque terroriste, une catastrophe naturelle localisée. Personne, absolument personne, n'a conçu un plan pour un arrêt total et simultané de toutes les sources d'énergie fossile sur la planète entière. Parce que c'est ça, le vrai problème. Ce n'est pas seulement la France qui est touchée, c'est le monde entier, en même temps. Les États-Unis, dont 80% du transport dépend du pétrole, sont paralysés. La Chine, premier consommateur mondial de pétrole, voit ses usines s'arrêter. Ses 1,4 milliard d'habitants privés de mobilité. Le Moyen-Orient, dont les économies reposent presque entièrement sur l'exportation pétrolière, entre dans un chaos économique instantané. Il n'y a pas de pays sauveur, il n'y a pas de réserve cachée, il n'y a pas d'aide qui vient de l'extérieur. En France, à midi, voici ce qui se passe concrètement. Les réserves stratégiques de pétrole, que l'État français maintenait pour exactement ce type de crise, ont disparu elles aussi. Les 115 jours de réserve que la France était censée posséder selon les directives européennes, évaporés. Les militaires tentent de sécuriser les centrales nucléaires, les hôpitaux, les centres de communication, mais les véhicules militaires, chars, camions, hélicoptères, fonctionnent au kérosène et au diesel. Ils sont cloués au sol comme tout le monde. Les trains électriques continuent de fonctionner dans les zones où le réseau électrique tient encore. C'est l'une des rares bonnes nouvelles. Mais les voies ferrées sont rapidement engorgées, les gares transformées en refuges improvisés pour des milliers de personnes qui tentent de fuir les grandes villes. Les hôpitaux entrent dans un protocole que les médecins n'ont jamais vécu en dehors des zones de guerre. Les groupes électrogènes diesel sont morts. Les hôpitaux qui avaient des connexions au réseau électrique nucléaire local tiennent encore, mais leurs équipements de réfrigération pour les médicaments, les vaccins, le sang conservé, tout dépendait de l'électricité stable. Les perturbations de tension ont déjà détruit des stocks irremplaçables. Et voici quelque chose que personne ne mentionne jamais dans les films catastrophes. Les stations d'épuration des eaux usées fonctionnent à l'électricité et au carburant. Sans elles, les eaux usées de millions de personnes commencent à refluer. Dans les grandes villes comme Paris, 2,1 millions d'habitants dans la ville seule, plus de 12 millions dans la métropole, les systèmes d'assainissement commencent à saturer en moins de 18 heures. L'eau potable, elle, dépend de pompes électriques pour circuler dans les conduites. Les châteaux d'eau ont une réserve gravitationnelle, mais limitée. À Paris, cette réserve s'épuise en 6 à 10 heures selon les quartiers. Après ça, plus une goutte au robinet. Réfléchissez à ça une seconde. Pas d'eau. Dans une ville de 12 millions de personnes, à la 12e heure d'une catastrophe globale. C'est à ce moment précis que la situation bascule. Non plus dans l'urgence, mais dans la survie primitive. Et on n'a pas encore parlé de la nourriture. 2 jours, 48 heures après la disparition du carburant. Et voici ce que les modèles scientifiques de résilience urbaine nous disent, avec une précision troublante. Les supermarchés sont vides, pas à moitié vides, vides. Les rayons de produits frais pillés dans les premières heures sont devenus inutiles de toute façon sans réfrigération. Les produits secs, pâtes, riz, conserves, ont été rasiés en quelques heures. Une étude publiée par l'Université de Leeds en 2021 a calculé que dans une grande ville européenne, en situation de coupure totale d'approvisionnement, les stocks alimentaires accessibles au grand public s'épuisent en 48 à 72 heures. 72 heures, 3 jours.
C'est tout ce qui sépare une ville civilisée de la fin. Mais la vraie transformation, celle que les scientifiques observent dans chaque simulation de collapse sociétal, ce n'est pas la fin immédiate. C'est ce que la fin fait au comportement humain. Des études sur les populations isolées lors de catastrophes, le blocus de Leningrad, l'ouragan Katrina, le tremblement de terre d'Haïti, montrent toutes le même pattern. Dans les premières 24 heures, les gens s'entraident, ils partagent. Il y a une solidarité instinctive. Mais à partir de la 48e heure, quand la réalité de la durée s'impose, quand les gens comprennent que ce n'est pas temporaire, le comportement change radicalement. Les groupes se forment, les territoires se définissent, les ressources se privatisent, et ceux qui ont des armes, légales ou non, commencent à s'en servir pour protéger ce qu'ils ont. En France, les forces de l'ordre, gendarmerie, police nationale, sont confrontées à un défi impossible. Sans véhicules motorisés, leur rayon d'action est réduit à quelques kilomètres à pied. Les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille sont trop vastes pour être contrôlées par des forces à pied. Les brigades anti-émeutes tentent de maintenir l'ordre dans les quartiers centraux, mais les périphéries, les banlieues, les zones résidentielles éloignées sont livrées à elles-mêmes. L'armée française active le plan rouge, le niveau d'alerte maximal. Mais sans carburant, les blindés restent au garage. Les soldats se déploient à pied, à vélo, à cheval pour les unités de cavalerie. C'est à la fois héroïque et tragiquement insuffisant pour une métropole de 12 millions d'habitants. À ce stade, les scientifiques qui étudient les effondrements systémiques parlent d'un concept clé, le point de basculement social. C'est le moment précis où le contrat social, cet accord invisible, qui fait que nous respectons les lois, que nous faisons la queue, que nous ne prenons pas ce qui appartient aux autres, se brise. Ce point, selon les modèles, survient entre 36 et 72 heures dans une situation de privation totale en milieu urbain. Nous sommes à 48 heures. Nous approchons de ce point. Et voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Parce que c'est important et parce que ça va changer votre façon de voir ce scénario. Pensez à votre immeuble, votre quartier, votre rue. Qui sont vos voisins? Est-ce que vous sauriez sur qui compter? Est-ce que vous avez réfléchi ne serait-ce qu'une fois à ce que vous feriez si tout s'arrêtait? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que je vous garantis que les réponses que vous allez lire vont vous surprendre. Mais maintenant, sortons de l'horreur immédiate. Parce que voici la vraie question, celle que les scientifiques, les philosophes et les stratèges se posent depuis des décennies. Et après, est-ce que la disparition totale des carburants fossiles serait uniquement une catastrophe? Ou est-ce qu'il y aurait, quelque part dans ce chaos absolu, le germe d'un monde radicalement différent, peut-être même meilleur? Voici ce que nous savons avec certitude, grâce aux modèles de transition énergétique et aux études sur la résilience des sociétés. Dans les 6 premiers mois, la mortalité serait catastrophique. Les estimations varient selon les modèles, mais les chiffres les plus sérieux, publiés notamment par le Stockholm Resilience Center et l'Université d'Oxford, suggèrent qu'une interruption totale et soudaine des carburants fossiles pourrait provoquer la mort de 20 à 40% de la population mondiale dans la première année, non pas directement à cause du manque de carburant, mais à cause de la cascade de défaillances qu'il déclencherait. Famine, maladies, conflits, effondrement des systèmes médicaux. C'est une réalité brutale, et je ne vais pas l'adoucir, parce que c'est exactement ça que ce scénario implique. Mais voici l'autre réalité, celle qu'on oublie toujours dans les scénarios catastrophes. L'humanité s'est déjà relevée de l'impossible. Après la peste noire, qui a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne au XIVe siècle, l'Europe a connu une révolution agricole, sociale et artistique, la Renaissance. Après la Seconde Guerre mondiale, les nations dévastées ont reconstruit en quelques décennies des économies parmi les plus puissantes du monde. L'humanité, dans sa nature profonde, n'abandonne pas, elle s'adapte. Sans carburant fossile, les technologies qui étaient jusqu'alors freinées par les lobbies pétroliers et les intérêts économiques, l'énergie solaire, l'éolien, la géothermie, l'hydrogène vert, deviendrait non plus une option, mais l'unique option. La contrainte absolue a toujours été le moteur le plus puissant de l'innovation humaine. En France spécifiquement, et c'est là où notre pays aurait un avantage extraordinaire, le réseau ferroviaire électrique, le nucléaire civil et les infrastructures cyclables déjà en développement dans les grandes métropoles constitueraient une base de survie que peu de pays au monde possèdent. Des études de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique française, montre qu'une France 100% décarbonée est non seulement possible, mais que les technologies nécessaires existent déjà.
Ce qui a manqué jusqu'ici, c'est la volonté politique et l'urgence absolue. Dans notre scénario, cette urgence serait totale. Alors je vous laisse avec cette pensée, et j'aimerais vraiment que vous la partagiez dans les commentaires, parce que ça m'intéresse profondément de savoir ce que vous en pensez. Si une catastrophe de cette ampleur était nécessaire pour forcer l'humanité à abandonner les énergies fossiles et construire un monde véritablement durable, est-ce que ce serait un prix acceptable? Est-ce que la souffrance d'une génération pourrait justifier un avenir meilleur pour toutes celles qui suivront? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question fondamentale de notre époque, et elle mérite votre réponse. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a donné des frissons, si elle vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, alors faites une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, parce que chaque semaine, nous explorons exactement ce type de scénario. Scientifique, rigoureux, mais humain. Des questions que personne d'autre ne pose. Des réponses que vous méritez d'entendre. Et la prochaine vidéo, elle sera encore plus intense, je vous le promets. Nous sommes maintenant à 7 jours. Une semaine complète sans une seule goutte de carburant fossile sur la planète entière. Et ce que je vais vous décrire maintenant, ce n'est plus de la spéculation, c'est ce que les modèles de simulation de l'Agence internationale de l'énergie, du Pentagone américain et du Secrétariat général de la Défense nationale française ont calculé avec une précision qui donne froid dans le dos. La chaîne d'approvisionnement mondiale est morte. Comprenez ce que cela signifie vraiment. Nous vivons dans un monde où la nourriture que vous mangez ce soir a parcouru en moyenne 2400 km avant d'arriver dans votre assiette. Les légumes du Maroc, les fruits d'Espagne, la viande d'Argentine, le soja du Brésil, tout cela arrive en France via des routes maritimes et terrestres qui dépendent intégralement du carburant. En une semaine, cette chaîne est brisée de façon irréversible. Les ports français, Le Havre, Marseille, Dunkerque, sont devenus des cimetières de porte-conteneurs immobiles. Des milliers de tonnes de nourriture périssable pourrissent dans des containers sans réfrigération. Le paradoxe absurde de cette catastrophe, il y a de la nourriture, des quantités considérables de nourriture, mais elle est inaccessible, enfermée dans des systèmes logistiques qui ne peuvent plus fonctionner. À ce stade, les gouvernements qui fonctionnent encore, et ils sont peu nombreux, commencent à mettre en place des systèmes de rationnement. En France, l'état d'urgence alimentaire est déclaré. Des points de distribution sont organisés dans chaque arrondissement de Paris, chaque quartier de Lyon et de Marseille. Mais sans véhicules pour transporter les stocks, sans électricité stable pour les réfrigérer, sans personnel suffisant pour les distribuer, le système s'effondre presque immédiatement. Voici un chiffre que je veux que vous reteniez, parce qu'il va changer votre perception de notre vulnérabilité collective. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, les réserves alimentaires mondiales disponibles représentent en moyenne 74 jours de consommation globale. 74 jours, moins de 2 mois et demi. Et c'est dans des conditions normales de distribution. Sans carburant, ce chiffre s'effondre à moins de 20 jours d'alimentation accessible réellement distribuable. 20 jours. C'est tout ce qui nous sépare en tant que civilisation d'une famine mondiale. Et voici ce qui arrive dans les campagnes françaises, parce que beaucoup d'entre vous pensent peut-être que les zones rurales seraient épargnées. Pas nécessairement. L'agriculture française moderne est une agriculture industrielle. Les tracteurs fonctionnent au diesel. Les systèmes d'irrigation sont électriques. Les engrais chimiques sont produits à partir de gaz naturel. Les pesticides sont transportés par camion. Sans aucun de ces éléments, les exploitations agricoles, même celles en pleine récolte, ne peuvent pas fonctionner à pleine capacité. Les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique traditionnelle, avec des animaux de trait et des méthodes ancestrales, seraient les seuls à pouvoir maintenir une production. Et ils représentent moins de 3% de la surface agricole française. 3%. Voilà ce qui resterait opérationnel. Je veux que vous imaginiez ça vraiment, pas abstraitement, concrètement. Votre réfrigérateur est vide depuis 5 jours. Votre robinet ne donne plus d'eau depuis 3 jours. Votre téléphone est mort depuis 2 jours. Vous ne savez pas ce qui se passe à 2 rues de chez vous, encore moins dans le reste du pays. Et vous entendez, la nuit, des sons que vous n'avez jamais entendus dans votre quartier. C'est ça, la première semaine. Et on n'en est qu'au début. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aviez conscience de ce que représentent vraiment 74 jours de réserves alimentaires mondiales? Est-ce que vous pensiez que c'était plus? Parce que la plupart des gens imaginent que nos sociétés sont capables de tenir des mois. La réalité est terrifiante. 1 mois, 30 jours après la nuit où tout s'est arrêté. À ce stade, les nations qui ont survécu en tant qu'entité gouvernementale fonctionnelle se comptent sur les doigts des 2 mains.
Et leur survie n'est pas due au hasard. Elle est due à des caractéristiques très spécifiques que les géopoliticiens avaient identifiées bien avant cette catastrophe hypothétique. La France fait partie des survivants. Et voici pourquoi, et c'est important que vous le compreniez, parce que ça va vous montrer à quel point les choix énergétiques d'un pays peuvent littéralement déterminer sa survie. La France a le parc nucléaire civil le plus développé d'Europe en proportion de sa production électrique. À la date de notre scénario, environ 70% de l'électricité française provient du nucléaire. Et les centrales nucléaires, contrairement aux centrales thermiques, n'ont pas besoin de carburant fossile pour fonctionner. Elles fonctionnent à l'uranium enrichi, dont les stocks sont gérés sur des cycles de plusieurs années. La France, grâce à EDF et au CEA, dispose de réserves d'uranium enrichi suffisantes pour maintenir ses réacteurs opérationnels pendant plusieurs années, sans aucun approvisionnement extérieur. C'est un avantage stratégique absolument décisif. Pendant ce temps, regardons ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les États-Unis, la première économie mondiale, sont entrés dans ce que les historiens futurs appelleront probablement la grande fragmentation. Sans carburant, le gouvernement fédéral ne peut plus maintenir son autorité sur un territoire de 9,8 millions de kilomètres carrés. Les États commencent à agir de façon autonome. Certains États du Midwest, avec leurs vastes terres agricoles et leurs communautés rurales autosuffisantes, s'en sortent relativement bien. Les grandes métropoles côtières, New York, Los Angeles, Chicago, sont des zones de chaos total. La Chine connaît une situation paradoxale. Son régime autoritaire lui permet de maintenir un contrôle social que les démocraties occidentales ne peuvent pas exercer. L'armée est déployée massivement. La distribution de nourriture est centralisée et forcée. La mortalité est terrible, mais organisée, si l'on peut utiliser ce mot. Le Moyen-Orient explose. Les pétromonarchies, dont l'économique, la stabilité sociale et même l'eau potable, désalinisée grâce à l'énergie fossile, dépendaient totalement du pétrole, s'effondrent en quelques jours. Des conflits armés éclatent pour le contrôle des rares ressources alternatives disponibles. Et voici le phénomène géopolitique le plus inattendu de notre scénario, celui qui surprend tous les analystes dans les simulations. Les pays en développement, qui n'avaient jamais pleinement intégré la dépendance aux carburants fossiles, s'en sortent mieux que prévu. Certaines régions d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, où l'agriculture traditionnelle, le transport animal et les communautés locales autosuffisantes n'avaient jamais été entièrement remplacées par des alternatives industrielles, montrent une résilience que personne n'avait anticipée. C'est l'un des retournements les plus profonds de ce scénario. Les pays les plus avancés, technologiquement, sont les plus fragiles. Parce que leur avancement était entièrement construit sur une dépendance unique et totale à une ressource qui a disparu. Pendant ce temps, en France, le gouvernement, qui fonctionne encore grâce au nucléaire, prend des décisions historiques. La réquisition nationale de toutes les terres agricoles disponibles, le déploiement de l'armée pour sécuriser les frontières et les infrastructures critiques, la mise en place d'un système de bons alimentaires, le premier depuis la Seconde Guerre mondiale, et une décision qui fera débat pendant des générations, la fermeture des frontières. Oui, la France ferme ses frontières, pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons mathématiques pures. Les ressources disponibles ne suffisent pas pour la population actuelle, encore moins pour accueillir les flux migratoires massifs qui commencent à affluer depuis les pays voisins effondrés. C'est ici que notre scénario touche à des questions qui ne sont plus hypothétiques, mais profondément humaines. Qu'est-ce qu'une nation doit à ses citoyens? Qu'est-ce qu'elle doit au reste du monde? Et où s'arrête la solidarité quand la survie est en jeu? Je veux vos réponses dans les commentaires. Sérieusement, parce que ce débat, nous allons tous devoir le mener, pas dans un scénario hypothétique, mais dans la vraie vie, dans les prochaines décennies, 6 mois. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important avant de continuer. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est la partie la plus difficile de ce scénario. Pas parce que c'est la plus violente, mais parce que c'est la plus vraie. Les chiffres que je vais vous donner ne viennent pas de films catastrophes ou de romans post-apocalyptiques. Ils viennent de rapports scientifiques, d'études académiques peer-reviewed, de simulations militaires classifiées qui ont été partiellement déclassifiées. C'est de la science. Et la science, parfois, est terrifiante. À 6 mois de l'événement, les modèles démographiques convergent vers une estimation centrale. Entre 800 millions et 1,2 milliard de personnes ont perdu la vie, principalement dans les pays les plus dépendants des systèmes industriels alimentaires, principalement dans les grandes concentrations urbaines, principalement parmi les populations les plus vulnérables.
les personnes âgées, les malades, les nourrissons. Je veux que vous réalisiez ce que représente 1 milliard de personnes. C'est 12 fois la population de la France. C'est l'équivalent de toute la population que la Terre portait au début du 19e siècle, effacée en 6 mois. Mais voici ce que les modèles montrent également. Et c'est là où le scénario devient véritablement fascinant sur le plan scientifique. La mortalité n'est pas uniforme. Elle suit des patterns précis qui révèlent les failles fondamentales de notre civilisation moderne. Les zones urbaines denses ont perdu entre 40 et 70% de leur population. Les zones rurales, avec agriculture traditionnelle, ont maintenu 80 à 90% de leur population. Les îles et régions côtières avec accès à la pêche artisanale ont survécu mieux que prévu. Les régions montagneuses avec accès à l'eau de source et aux forêts, comme les Alpes et les Pyrénées françaises, sont devenues des refuges naturels. En France spécifiquement, la situation à 6 mois est sombre mais pas sans espoir. Paris a perdu environ 35% de sa population initiale, soit plus de 4 millions de personnes sur la métropole. Mais les régions comme la Bretagne, l'Occitanie et la vallée de la Loire, avec leurs traditions agricoles, leurs accès à l'eau et leur densité plus modérée, ont mieux résisté. Le gouvernement, fonctionnant toujours grâce au nucléaire, a réussi à maintenir une forme d'administration nationale, imparfaite, fragmentée mais existante. Et voici quelque chose que les modèles n'avaient pas prévu. Quelque chose que les historiens des catastrophes appelleront plus tard l'effet renaissance forcée. Dans les zones où la survie était assurée, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les communautés se sont réorganisées. Les compétences oubliées sont revenues. La couture, la menuiserie, la forge, la médecine des plantes, la conservation alimentaire par fermentation et séchage. Des savoirs que nos grands-parents possédaient et que nous avions jugés obsolètes sont devenus, en 6 mois, les compétences les plus précieuses de la civilisation. Les ingénieurs, les médecins, les agriculteurs, les artisans, dans ce nouveau monde, ce sont eux les personnes les plus importantes. Pas les traders, pas les influenceurs, pas les juristes d'affaires. Ceux qui savent faire des choses concrètes avec leurs mains et leur savoir technique sont devenus les piliers de la reconstruction. Est-ce que ça vous fait réfléchir à votre propre utilité dans un monde sans carburant? Est-ce que vous avez une compétence concrète, manuelle, qui vous permettrait de contribuer à une communauté en survie? Posez-vous vraiment cette question. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre compétence la plus utile dans ce scénario. Je lis tous vos commentaires, et les réponses que vous laissez m'aident à construire les prochaines vidéos. Et maintenant, sortons complètement du scénario hypothétique, parce que ce que ce scénario nous enseigne sur notre monde réel, aujourd'hui, en ce moment, est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo. Voici la vérité scientifique que personne ne veut vous dire clairement. Nous ne vivons pas dans un scénario hypothétique. Nous vivons dans un scénario réel, à déroulement lent. Les carburants fossiles ne vont pas disparaître en une nuit, mais ils vont disparaître. Les réserves mondiales de pétrole conventionnel, selon les estimations les plus sérieuses de l'Agence internationale de l'énergie et du rapport BP Statistical Review of World Energy, atteignent leur pic de production, ce que les géologues appellent le peak oil, entre maintenant et 2040. Après ce pic, la production décline inexorablement, tandis que la demande mondiale continue d'augmenter. Ce n'est pas une théorie complotiste, c'est de la géologie pure. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand et de à quelle vitesse. La différence entre notre scénario hypothétique de disparition en une nuit et la réalité, c'est uniquement la vitesse. Dans la réalité, nous avons du temps, peut-être 20 ans, peut-être 50 ans, mais le temps passe, et les signaux d'alarme sont déjà là. En 2022, lors de la crise énergétique provoquée par le conflit en Ukraine, la France a réalisé à quel point sa dépendance aux hydrocarbures importés la rendait vulnérable. Les prix de l'énergie ont explosé, les industries ont ralenti, les ménages modestes ont dû choisir entre se chauffer et se nourrir. Et c'était une crise partielle, temporaire, localisée. Imaginez ce que serait une crise totale et permanente. Les scientifiques qui travaillent sur ce sujet, et ils sont nombreux dans des laboratoires français, européens et américains, arrivent tous à la même conclusion. La transition énergétique n'est pas un luxe idéologique, c'est une nécessité de survie civilisationnelle. Et la France, avec son nucléaire, ses infrastructures ferroviaires, sa tradition agricole et son potentiel en énergie renouvelable, est l'un des pays les mieux positionnés pour réussir cette transition. Mais voici ce qui manque encore. Et c'est là que vous, individuellement, entrez en jeu. Les changements systémiques nécessitent du temps et de la volonté politique.
Mais les changements individuels peuvent commencer immédiatement. Et ils ont un impact réel, mesurable, sur la résilience collective d'une société. Chaque kilowattheure économisé, chaque trajet en vélo plutôt qu'en voiture, chaque repas produit localement plutôt que transporté de l'autre bout du monde. Chaque compétence traditionnelle apprise ou transmise, ce n'est pas du catastrophisme, c'est de la préparation intelligente. Il y a un concept que les chercheurs en résilience systémique appellent la robustesse distribuée. L'idée est simple. Une société est d'autant plus résistante au choc que ses membres individuels sont eux-mêmes capables de fonctionner de façon autonome. Une société composée de millions d'individus totalement dépendants d'une infrastructure centralisée est extraordinairement fragile, comme nous l'avons vu dans notre scénario. Une société composée de millions d'individus partiellement autonomes, capables de produire une partie de leur nourriture, de conserver l'eau, de posséder des compétences manuelles, est infiniment plus robuste. C'est la leçon que nos arrière-grands-parents connaissaient par instinct et que notre génération a oubliée au profit du confort immédiat. Ce scénario hypothétique ne cherche pas à vous faire peur. Enfin, pas seulement. Il cherche à vous faire réfléchir, à vous faire regarder votre quotidien avec des yeux différents, à vous faire poser des questions que vous ne vous posiez peut-être pas avant de cliquer sur cette vidéo. Est-ce que votre regard sur les carburants fossiles a changé après cette vidéo ? Est-ce que vous allez faire quelque chose différemment demain matin? Dites-moi dans les commentaires. Je lis chaque réponse. Alors voilà, nous avons traversé cette nuit impossible ensemble. Nous avons vécu les premières minutes de panique. Nous avons regardé les villes s'effondrer. Nous avons vu le meilleur et le pire de l'humanité émerger dans la même semaine. Nous avons compris pourquoi certaines nations survivent et d'autres s'effondrent. Et nous avons regardé en face une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Notre civilisation est extraordinairement fragile, construite sur une ressource unique, non renouvelable, qui disparaît. Mais voici ce que je veux que vous reteniez avant de fermer cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo sur la peur. La peur paralyse. La peur est l'ennemi de l'action. Cette vidéo est une vidéo sur la conscience, sur la compréhension réelle de ce sur quoi notre monde est construit et de ce que ça signifie pour nous, individuellement et collectivement. Vous savez maintenant que 74 jours de réserve alimentaire mondiale nous séparent du chaos. Vous savez que les zones rurales et les communautés autosuffisantes sont les plus résilientes. Vous savez que la France, grâce à des choix énergétiques qui ont parfois été controversés, possède des avantages structurels que beaucoup d'autres nations n'ont pas. Vous savez que les compétences manuelles et les savoirs traditionnels ont une valeur que notre société moderne a tendance à sous-estimer. Et vous savez que la transition énergétique n'est pas un débat politique abstrait. C'est une question de survie concrète, la vôtre, celle de vos enfants, celle de vos petits-enfants. Je veux vous poser une dernière question, et j'espère vraiment que vous prendrez 30 secondes pour y répondre dans les commentaires, parce que cette question va définir les prochaines vidéos de cette chaîne. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie après avoir regardé cette vidéo? Une petite chose, pas un grand discours. Une action concrète, réaliste, que vous pouvez commencer demain. Parce que c'est ça, finalement, ce que cette chaîne cherche à faire. Pas vous terroriser, pas vous rendre pessimiste. Vous donner des informations réelles, des perspectives scientifiques, des scénarios qui font réfléchir, pour que vous soyez, vous et les gens que vous aimez, un peu plus conscients, un peu plus préparés, un peu plus résilients. Le monde change, vite. Et les personnes qui comprennent vraiment ce qui se passe, qui ne regardent pas seulement la surface des choses, mais qui plongent dans les mécanismes profonds, ces personnes-là seront toujours mieux équipées pour naviguer dans ce qui vient. C'est exactement ce que nous faisons ici, sur cette chaîne, chaque semaine. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait ressentir quelque chose, si elle a changé, ne serait-ce qu'un peu, votre façon de voir le monde, alors faites une chose, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez cette vidéo avec une personne dans votre entourage qui, selon vous, devrait voir ça, pas pour les vues, pas pour l'algorithme. Parce que cette conversation, sur l'énergie, sur la résilience, sur ce que nous voulons laisser comme monde à ceux qui viennent après nous, cette conversation est trop importante pour rester entre nous. La prochaine vidéo explore un scénario encore plus proche de nous, encore plus réel, encore plus urgent, et je vous promets qu'elle va vous surprendre autant que celle-ci. À très bientôt.